Bonjour à tous, c'est Teroenza et aujourd'hui on va regarder la FAQ et les errata qui sont sortis donc début du mois, février 2022. Et on va commencer par le manuel des règles. On est parti pour les errata, donc page 116, les servants non entraînés. Ajoutez le paragraphe suivant. Donc un engin de siège ne peut jamais utiliser une valeur de tir d'un servant justement non entraîné, même si celui-ci est supérieur à un servant entraîné, ce qui paraît logique. Alors on commence par la première question. Si une figurine relance un dé, est-ce que le second lancer de dé va aussi compter comme un lancer naturel, un jet de dé en fait naturel? La réponse c'est oui. Ce qu'on appelle un jet de dé naturel en fait c'est tout simplement on lance un dé et en fait le chiffre qui est indiqué sur le dé c'est ce qu'on appelle le lancer de dé naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification apportée au dé, que ce soit via des points de puissance ou des règles. Ça peut être utile par exemple pour la défense héroïque qui ne peut être en fait le héros qui lance justement la défense héroïque ne peut être blessé que sur un 6 naturel. C'est-à-dire que si un adversaire lance un dé, il fait un 5, s'il veut utiliser un point de puissance pour passer à 6, et ben ça sera pas, il ne pourra pas faire la blessure sur une défense héroïque, puisque justement il faut un 6 directement sur le dé et pas grâce à des modifications. Et donc du coup dans la question, c'était savoir si justement on lance un premier dé, est-ce que le deuxième compte aussi comme un dé naturel vu que c'est une relance en fait de dé? Et la réponse à la question c'est oui. Le deuxième dé compte aussi comme un lancer dé naturel. Qu'est-ce qui arrive si deux figurines veulent toutes les deux justement lancer la même règle spéciale qui fait gagner automatiquement justement l'initiative, tel que dans l'exemple de la question, c'est Saruman utilisant son palantir, parce que le palantir justement, on peut l'utiliser une fois par partie, et du coup on va gagner automatiquement l'initiative avant le lancer de dés, on doit choisir. Mais si justement il y a un match miroir, donc Isengard contre Isengard, où les deux ont Saruman et les deux jouent au même tour, la règle spéciale justement du palantir, donc les deux doivent gagner avant l'initiative. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et la réponse c'est que dans cette situation, les deux joueurs vont lancer en fait un lancer dé comme normalement, parce qu'en fait les deux règles vont s'annuler. Et du coup ils vont perdre aussi l'effet de leur règle, puisque du coup ils l'ont joué. Et ça peut être la même chose aussi, je pense à la Légion légendaire, les fosses de Dol Guldur, avec la règle, avec Azog justement qui est dedans, et il doit être en vie et sur le champ de bataille, et il y a une règle spéciale justement, l'attaque surprise, qui fait qu'il va aussi gagner en fait tout simplement l'initiative. Donc si admettons qu'il y ait aussi les deux légions légendaires, les fosses de Dol Guldur, et que les deux souhaitent lancer aussi en même temps la règle spéciale justement de ces légions légendaires, où normalement ils doivent aussi gagner l'initiative, et là ça va de la même façon ça va s'annuler, il faudra juste lancer un lancer de dés comme d'habitude, et puis celui qui a le plus haut résultat aura l'initiative, et s'il y a une égalité, c'est celui-là qui ne l'avait pas le tour d'avant qui gagne l'initiative. Alors, dans quelle situation les figurines peuvent-elles bouger en dehors de la table? Ça veut dire qu'à quel moment on peut considérer qu'une figurine peut sortir, et qu'est-ce qui nous autorise à le faire? Alors la réponse c'est qu'en fait les figurines peuvent seulement sortir en fait de la table de jeu via en fait du coup les règles spécifiques des scénarios qui l'autorisent justement. Donc s'il y a des scénarios qui autorisent justement à sortir de la table de jeu, là on peut le faire. Ou via aussi des règles spéciales qui le permettent, telles que par exemple, là ils mettent justement celle de la bête de guerre, telle que le piétinement, puisqu'en fait le piétinement c'est un mouvement tout droit obligatoire, c'est-à-dire que la bête elle est obligée de foncer, elle piétine en fait tout ce qui est au-dessus, et c'est obligatoire, on ne peut pas s'arrêter. Les seules façons de s'arrêter, il n'y a que deux moyens, c'est-à-dire que si quand on essaye d'écraser, on n'arrive pas à écraser un guerrier ou un héros, qui réussit par exemple ses jets de destin, et ça va stopper en fait la marche de la bête de guerre. Ou quand on arrive à un allié, parce qu'en fait, du coup, elle fait sa course, mais dès qu'il y a un allié, là, on est autorisé en fait à l'arrêter. Mais s'il n'y a rien devant, si la bête de guerre, elle est obligée d'avancer lorsqu'on fait le piétinement justement. Et en fait, du coup, si ça l'amène à sortir, si on piétine par exemple plusieurs figurines, mais que ça va nous amener à sortir de la table de jeu, hélas, la bête de guerre va sortir de la table de jeu. Et en plus, il y a une question un peu plus loin, je la dis tout de suite, ils ont spécifié justement comment est-ce qu'on considérait une figurine qui sort de la table. Est-ce qu'elle doit juste toucher la table? Est-ce qu'elle doit juste avoir une partie du socle qui est en dehors de la table? Ou est-ce qu'elle doit être entièrement en dehors de la table? Et donc la question qu'on verra, que je repose quand je reviendrai dessus, c'est justement qu'il faut être juste une partie du socle. N'importe quelle partie doit être en dehors de la table. Et donc on est considéré comme étant en dehors de la table de jeu. Alors j'ai pas fini la réponse des designers. Les figurines peuvent seulement sortir de la table de jeu volontairement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être contraint par l'adversaire. Et être, justement, comme ils disent, on ne peut pas être forcé à sortir de la table de jeu par des effets des figurines ennemies, tels que par exemple le pouvoir magique de la contrainte, en fait, qui permet en fait à l'adversaire de bouger notre figurine, mais lui ne peut pas la faire sortir du jeu, même si le scénario l'autorise. Et aussi les figurines ne peuvent pas sortir de la table de jeu quand elles doivent reculer lors d'un combat.
Tout simplement, tu vas reculer. En fait, ça va te bloquer. C'est comme un mur, puisque c'est pas toi qui veux reculer, c'est ton adversaire qui a gagné le combat, donc toi tu dois reculer. Si tu es bloqué, bah, en fait, on considère justement que le bord du plateau, c'est comme un mur. Par contre, si tu souhaites, et que le scénario l'autorise, et au tour prochain, bah, tu pourras peut-être sortir de la table de jeu, mais voilà, c'est suivant les cas. Sinon, il faut vraiment considérer que c'est un mur au niveau des bords de table. Dans les scénarios qui utilisent les règles de renfort pour les figurines qui entrent sur le plateau de jeu, est-ce qu'un joueur peut-il délibérément justement choisir un point pour une troupe pour arriver là où ils ne pourront pas s'adapter afin de les forcer à ne pas entrer sur le plateau de jeu et à attendre un tour de plus? Puisqu'on rappelle qu'il faut que la troupe entière soit déployée. Si il y a quelques figurines qui ne peuvent pas être déployées avec l'entièreté de la troupe, bah, du coup la troupe n'est pas déployée normalement via les règles de renfort. La réponse c'est non, quand une troupe justement entre sur le champ de bataille via justement les règles de renfort. Le joueur justement qui choisit où ils doivent entrer doit choisir en fait un point où ils peuvent entrer donc sur le bord de table et bien sûr où l'entièreté de la troupe peut être déployée et bouger sur le champ de bataille. Est-ce qu'une arme d'une figurine peut-elle fournir en fait un lancer de dés sur la trajectoire si seulement justement la partie donc, de l'arme en question obscurcit, est sur la trajectoire justement de la cible qui est du coup la cible justement d'une attaque de tir. Donc en gros, admettons qu'il y ait une figurine A qui tire sur une figurine B et entre l'attaque de tir, il y a une figurine C mais que la seule chose qui obstrue c'est par exemple le bout d'une lance. Donc on voit juste le bout de l'arme. Est-ce que du coup c'est compté comme un test sur la trajectoire à faire ou pas? Alors la réponse c'est non, si seulement en fait la partie justement de la figurine qui bloque justement la ligne de vue lors d'une attaque de tir sur une cible est justement une pièce d'équipement, donc que ce soit une arme, un bouclier, une bannière, etc. Alors ça ne fournit pas en fait une protection suffisante et donc du coup c'est pas considéré justement comme un in the way, donc un jet sur la trajectoire à faire. Qu'est-ce qui doit être résolu en premier au début de chaque phase? Est-ce que ce sont les actions héroïques ou est-ce que ce sont les règles spéciales? Et bien la réponse c'est qu'au début de chaque phase, on va d'abord résoudre en fait les actions héroïques en premier et ensuite on fera les règles spéciales. Si une figurine projetée touche dans un combat qui contient une figurine avec une force de 6 ou plus, est-ce que justement cette figurine avec une force de 6 ou plus va souffrir justement d'une touche de force 3 due en fait à la figurine qui a été projetée dans ce combat, même si justement elle n'est pas jetée au sol? Alors en fait, quand une figurine est projetée et qu'elle atterrit justement, comme c'est indiqué, dans un combat avec une figurine de force 6 ou plus, justement les figurines de force 6 ou plus ne sont pas projetées au sol, contrairement aux figurines qui ont une force de 5 ou moins. Et donc la réponse c'est oui, en fait, elle va quand même subir la touche de force 3, donc la figurine justement qui a une force de 6 ou plus, mais ne sera pas projetée au sol. Quand une bête de guerre piétine, est-ce qu'elle doit utiliser l'entièreté de sa valeur de mouvement ou est-ce qu'elle peut décider justement de faire un peu moins que le total justement de sa valeur de mouvement? La réponse c'est que lorsqu'on effectue justement un piétinement, on doit utiliser l'entièreté de sa valeur de mouvement. C'est-à-dire qu'on doit tout traverser, on n'a pas le droit de s'arrêter. Il n'y a que deux seules façons d'arrêter ça. C'est soit elle est forcée à s'arrêter parce qu'elle n'a pas réussi à continuer à piétiner, puisqu'elle doit piétiner en permanence justement la bête de guerre. Ou elle peut aussi choisir de s'arrêter dès qu'elle arrive au contact avec une figurine alliée. Mais par contre, tant qu'il n'y a rien, tant qu'elle peut continuer justement d'avancer, elle doit le faire. C'est obligatoire, c'est écrit qu'elle doit faire l'entièreté en fait de son mouvement quand elle fait un piétinement. Donc quand elle va venir écraser toutes les figurines. Donc à chaque fois qu'elle réussit à écraser, elle doit continuer. Si une figurine, soit un guerrier ou un héros, survit justement au piétinement, bah là elle va s'arrêter. Et sinon elle continue jusqu'à ce que aussi on peut rencontrer par exemple un allié, enfin une figurine, par exemple avec le Moumak, elle rencontre justement une figurine Haradrim, là elle va s'arrêter si elle arrive au contact. On n'est pas obligé de l'écraser. Par contre on peut aussi choisir d'écraser sa propre figurine pour continuer s'il y a bien sûr d'autres figurines ennemies derrière qu'on pourrait continuer à écraser. Mais en tout cas on doit faire l'entièreté du mouvement. On n'a pas le droit de faire à mi-chemin, on ne peut pas s'arrêter. Les seules façons, c'est soit on se fait arrêter par une figurine ennemie, soit on arrive au contact avec une figurine alliée, et là on peut s'arrêter. Mais c'est les deux seules façons d'arrêter une bête de guerre. Une bête de guerre peut-elle piétiner une figurine invisible? La réponse c'est oui. Est-ce qu'une bête de guerre peut quitter justement le champ de bataille, autre que la règle de piétinement, telle que par exemple si elle était contrôlée par un pouvoir magique de contrainte,
Est-ce que justement la bête de guerre peut dans ce cas-là justement sortir du plateau de jeu? Alors on a répondu dans une réponse, enfin dans une des questions justement précédentes. La réponse est que non. En fait, il faut que ça soit une volonté du joueur qui contrôle la figurine, enfin qui possède surtout la figurine, pour la sortir justement en dehors du plateau de jeu, lors justement des scénarios qui l'autorisent. Et sinon, l'autre façon, oui, c'est de faire un piétinement, et là, ça peut aussi la faire sortir du plateau de jeu. Mais sinon, si c'est le joueur adverse qui contrôle notre figurine et qui veut nous contraindre justement à la faire sortir du champ de bataille, ça, c'est pas possible en tout cas. Une bête de guerre peut-elle être affectée par des règles spéciales qui la forceraient à bouger contre sa volonté, telles que la règle spéciale de la sentinelle elfe des bois ou du spectre des marais? La réponse c'est non. Si une figurine qui a un modificateur lors d'un duel, justement lors d'un combat, tel que par exemple l'utilisation d'une arme à deux mains, est-ce que lorsqu'il va effectuer une relance à son jet de duel, est-ce que ces modificateurs vont toujours s'appliquer à cette relance? La réponse est oui. Parce que dans un combat, là en tout cas dans la question, ils ont pris l'arme à deux mains, donc du coup on a un -1 pour le premier jet de duel et ensuite un +1, du coup oui, si on fait un combat, qu'on a l'effet de la bannière et qu'on souhaite relancer notre dé pour essayer toujours de gagner, on aura -1 au premier dé et -1 aussi lors de la relance. Ça paraît logique de garder en tout cas le malus là-dessus. Mais ils l'ont précisé en tout cas dans la FAQ. Si le pouvoir magique, donc Voile des Ombres, est lancé sur une figurine de cavalerie, est-ce que justement la monture va automatiquement s'enfuir de la même façon en fait que si on avait mis en fait pour un cavalier l'anneau unique? Alors la réponse c'est non. En fait, il faut savoir qu'il y a ces deux règles séparées. Il y a la règle des invisibles, enfin qui permet d'être invisible avec justement donc le voile des ombres et l'anneau unique. Mais l'anneau unique a une règle un peu à part où effectivement c'est précisé. Il y a une petite précision, c'est que quand on met l'anneau unique, par exemple Isildur qui est à cheval, s'il met l'anneau unique, lui il va devoir faire un test de saut justement, de chute plutôt, s'il est à cheval, lorsqu'il met l'anneau unique, puisqu'en fait le cheval va partir. Ça doit être sûrement l'aura de Sauron qui se dégage de l'anneau à ce moment-là. Et par contre, le voile des ombres, c'est un pouvoir magique, et là effectivement c'est une autre règle, c'est invisible, qui s'applique aussi à l'anneau unique. Mais l'anneau unique a une règle en plus justement pour les cavaliers, ça c'est précisé rien que sur l'anneau unique. Donc justement il y a cette précision-là. Est-ce que ça s'applique de la même façon avec le pouvoir magique, donc voile des ombres qui permet de rendre invisible entièrement une figurine? Là ça va entièrement rendre invisible la figurine de cavalerie, donc son cavalier et sa monture. Contrairement à l'anneau unique, si on met, comme le met par exemple Isildur avec son cheval, si Isildur le met l'anneau à son doigt, seulement lui sera invisible, et par contre sa monture va partir, et il faut faire un test de chute après. Donc voilà, c'est c'est l'anneau unique et le pouvoir magique, c'est deux effets différents. Est-ce qu'une figurine qui est au sol peut-elle lancer des pouvoirs magiques? La réponse c'est non, il faut être debout. Si une figurine qui doit charger due à une règle spéciale, alors pour l'exemple je vais prendre le ravageur corsaire qui, s'il n'est pas à côté d'un bossum, doit faire un test, ou alors on peut même enclencher justement sa règle spéciale, c'est une sorte de rage sanguinaire, et donc du coup il a des bonus, mais il doit absolument charger les figurines ennemies, mais parfois s'il n'y a plus de figurines ennemies, il charge aussi les figurines alliées. Donc si justement une figurine qui doit charger due à une règle spéciale comme le ravageur corsaire, mais que ce ravageur est affecté par un pouvoir magique tel que contrainte ou injonction, donc c'est-à-dire que l'ennemi prend contrôle justement de notre figurine, est-ce que justement cette figurine est toujours obligée de charger durant le mouvement si possible? La réponse est oui. C'est-à-dire que notre ravageur qui par exemple 2 tours avant on avait mis sa rage sanguinaire en place et que justement il était en train de hacher un peu tout le monde, si par exemple il y a une sentinelle elfe de bois ou comme il l'indique là le pouvoir magique contrainte ou injonction qui est pris sur notre ravageur corsaire, l'adversaire qui prend le contrôle doit quand même continuer à charger ses figurines si elles sont proches, parce qu'il doit faire les figurines ennemies du corsaire, donc du coup ça sera toujours ses figurines à lui, et ou sinon nos figurines à nous s'il n'y a pas assez, suivant là je prends l'exemple du ravageur corsaire, parce que c'est celui que j'ai en tête. Donc oui, il sera toujours obligé de charger. Il peut pas du coup prendre le contrôle et dire non, je n'attaque pas. Il est obligé d'aller attaquer quand même ses figurines. Si une figurine de cavalerie est affectée par le pouvoir magique, donc esprit fortifié, est-ce que cela va aussi affecter donc la monture? Et donc du coup, la monture va aussi gagner les 2 dés gratuits pour résister justement à un pouvoir magique si elle est ciblée directement, tel que le trait des ténèbres. La réponse c'est oui. Alors pour expliquer un peu plus, en fait l'esprit fortifié va cibler une figurine. Donc du coup là, c'était par exemple une figurine de cavalerie. Donc du coup,
la figurine de cavalerie dans son ensemble va bénéficier des 2 dés gratuits pour résister à un pouvoir magique. Sauf que c'est l'esprit dans global, c'était pas, ça indiquait pas en tout cas dans le sort si ça protégeait que le cavalier ou que la monture. Et en tout cas, le trait des ténèbres, lui, quand il est lancé, il va infliger une touche de force 9, mais c'est indiqué dans son sort qu'il peut cibler soit le cavalier, soit la monture. Pas l'entièreté de la figurine, mais il doit choisir l'un des deux. Et donc du coup, si on cible avec le trait des ténèbres juste la monture, la question c'est justement de savoir si l'esprit fortifié qui protégeait l'ensemble, enfin qui disait que ça protégeait l'ensemble, mais on pouvait croire que ça protégeait peut-être que le cavalier. Là, en tout cas, ils viennent d'éclairer que ça protège l'ensemble de la figurine, donc du coup, ça protège autant le cavalier que la monture. Donc oui, la monture, si elle est ciblée par justement le trait des ténèbres, avec une touche de force 9, pourra d'abord tenter de résister avec 2 dés gratuits au trait des ténèbres, et si par contre ça réussit pas, après elle se prend une touche de force 9, et ça peut faire des dégâts, quoi. Donc oui, on peut grâce à un esprit fortifié, protéger son cavalier d'un trait des ténèbres. Si une figurine est listée comme ayant 2 fois le même équipement, par exemple 2 haches, est-ce que le pouvoir magique, donc arme brisée, va-t-il détruire les 2 justement mêmes pièces de cet équipement, ou juste un seul? Donc la réponse c'est que ça va juste en sélectionner un et détruire cette pièce, ça va pas détruire les 2 haches. C'est vrai que dans l'intitulé en anglais c'était pas forcément très clair, on disait de sélectionner un item, enfin du coup un war gear comme ils appellent en anglais, donc un équipement en fait, armement enfin de la figurine, et par exemple si on choisissait hache, certains pensaient que ça détruisait du coup toutes les haches qui étaient équipées sur la figurine. Et du coup, ils ont éclairé en disant non, c'est juste, vous en sélectionnez une, mais s'il y a 2 haches, ça va seulement détruire une, ça va pas détruire toutes les haches équipées sur la figurine. Donc voilà, c'était pour éclairer. Donc le pouvoir magique, donc arme brisée, ne détruit qu'une seule pièce d'équipement et ne va pas détruire si vous en avez plusieurs du même type, donc 2 haches, 2 épées par exemple, ça va seulement détruire qu'une des 2. Alors cette question, elle est connue comme étant une des grandes astuces justement pour faire tomber le roi sorcier de l'ombre ailée. Si une figurine dans un combat est affectée par le pouvoir magique de l'impact magique, par exemple Gandalf qui projette un orc dans un combat où il y a... Enfin, il le projette par exemple sur un autre orc, mais cet autre orc, le deuxième orc, l'orc B, est dans le combat avec un guerrier de Miasirith, mais le guerrier de Miasirith, il a l'orc plus un roi sorcier sur ombrellé, et en fait ça va faire tomber tout le monde de ce combat-là. Donc l'orc B, le gars de Miasirith et le roi sorcier avec l'ombrellé. Donc là officiellement on a justement la question et la réponse. Donc si justement une figurine est dans un combat est affectée par le pouvoir magique, impact magique, est-ce que justement les figurines avec une force de 6 ou plus, par exemple l'ombrellé qui a une force de 6, dans ce même combat est aussi jeté au sol et subissent une touche de force 3, quand même, la réponse c'est oui. Enfin, l'ombrellé, elle va partir automatiquement, parce que il faut toujours qu'il y ait un des Nazgûl sur l'ombrellé pour qu'elle reste en jeu. Si le roi sorcier tombe, ou même un des Nazgûl tombe, l'ombrellé part directement. Et par contre, le roi sorcier, il va subir la touche de force 3, et je me demande même s'il n'y a pas les... Je crois qu'il y a aussi les chutes en fonction des pouces qui descendent. Donc voilà, donc ça c'est un des tricks à connaître, une des astuces en tout cas à connaître pour faire tomber justement un Nazgûl ou surtout le roi sorcier de son ombrellé. Si une figurine avec la règle spéciale, donc maître de bataille, tente de copier justement une action héroïque d'une figurine ennemie, mais échoue à lancer justement sa règle spéciale maître de bataille, est-ce qu'il est toujours possible de dépenser juste après un point de puissance pour justement tenter de déclarer une action héroïque cette phase? La réponse est oui. Alors pour expliquer pourquoi, c'est qu'en fait maître de bataille va copier une action héroïque, et on sait que chaque héros ne peut lancer que une seule action en fait héroïque par tour. Donc du coup en fait cette capacité spéciale permet de copier une action héroïque. Donc la question c'était de savoir si on a tenté de copier déjà une action héroïque, est-ce qu'on peut en lancer une autre avec un point de puissance? Et la réponse donc du coup c'est oui, parce qu'en fait maître de bataille c'est d'abord une règle spéciale de la figurine, ce n'est pas directement une action héroïque, mais comme elle a échoué, du coup l'action héroïque ne s'est pas enclenchée. Donc du coup c'est juste une règle spéciale, une capacité spéciale de la figurine qui ne s'est pas enclenchée, donc du coup elle n'a pas encore déclaré d'action héroïque. Donc si elle le souhaite, elle peut juste après utiliser justement un point de puissance pour lancer une action héroïque, ça c'est tout à fait. Donc par contre on peut en lancer qu'une seule action. Donc si maître de bataille avait par contre réussi, du coup
ça permet de lancer l'action héroïque qui a été lancée par, enfin la même qui a été lancée par justement la figurine ennemie, puisque du coup on copie justement l'action héroïque de la figurine ennemie. Par contre, dans ce cas-là, on ne peut pas réutiliser un point de puissance pour lancer une deuxième, puisqu'on est autorisé en temps normal qu'à lancer qu'une seule action héroïque par héros justement. Mais en tout cas, si maître de bataille échoue, on peut quand même juste derrière lancer un point de puissance et le copier. Enfin, copier justement, après, peu importe l'action que vous voulez, mais en tout cas, une action héroïque, vous pouvez en faire une si la première a échoué avec le maître de bataille. Si une figurine avec la règle spéciale charge monstrueuse charge dans un terrain difficile, est-ce qu'elle va toujours obtenir les bonus de l'attaque bonus et le fait de pouvoir projeter au sol? La réponse c'est oui, à moins que justement elle ait le mot-clé cavalerie, précisé justement dans ces mots-clés. Dans ce cas-là, ce sont les règles de cavalerie qui vont s'appliquer et elle ne va pas gagner les bonus. Mais si elle n'a pas le mot-clé cavalerie et qu'elle fait une charge monstrueuse dans un terrain difficile, alors elle va obtenir les bonus de l'attaque bonus et le fait de pouvoir projeter au sol. Quand on fait des blessures contre une figurine avec la règle spéciale charge monstrueuse, est-ce que justement les figurines doivent lancer un test sur la trajectoire pour essayer d'infliger en fait des blessures au cavalier si c'est une figurine de cavalerie? La réponse c'est non. En fait, le fait de faire des tests sur la trajectoire n'est spécifique que aux attaques justement de tir et pas aux attaques corps à corps comme c'est le cas là dans la question. N'importe quelle figurine qui viendrait charger en fait une figurine avec la charge monstrueuse, mais que cette figurine justement avec la charge monstrueuse a déjà chargé dans le combat une autre figurine qui était dans ce même combat justement. Est-ce que si justement la figurine avec la charge monstrueuse gagne le combat, va-t-elle aussi mettre au sol les figurines qui ont chargé après? La réponse c'est oui. Si la figurine avec la charge monstrueuse a déjà chargé une autre figurine, s'il y a d'autres figurines qui viennent soutenir en fait le premier combattant malheureux qui s'est fait charger, comme la figurine avec la charge monstrueuse a déjà chargé, elle fera aussi tomber au sol les autres figurines. Et bien sûr, dans la réponse, ils disent, en vérifiant bien sûr que la valeur de la force est bien sûr inférieure à la figurine en fait qui a fait la charge monstrueuse. Celle qui fait la charge monstrueuse doit avoir une force strictement supérieure aux figurines qu'elle veut faire tomber si elle gagne le combat. Si une figurine est blessée par une touche de force 5 permanente, telle que la règle incendie, est-ce que la figurine justement qui a causé donc, cette règle, donc la règle par exemple ici incendie, est considérée comme justement la personne originaire de ces blessures? La réponse c'est oui. Alors j'ai pas trop d'exemples en tête, mais pour vous expliquer en gros, il y a Saruman qui a ce sort là, et je crois qu'il faut qu'il soit canalisé. C'est la boule de feu par exemple qui peut lancer, je vais prendre l'exemple des Ents parce que bon, c'est le plus logique par rapport au film. Quand il lance ça, ça crée un incendie et donc en fait dans la règle boule de feu, s'il canalise, ça fait incendie et en fait la règle incendie va faire justement des touches, je sais plus si c'est des touches de force 5 mais ça doit être ça, des touches de force 5 permanentes à la figurine tant qu'elle ne s'est pas mis dans un élément d'eau ou roulée par terre, donc elle doit s'allonger, donc ça lui fait perdre un tour. C'est la seule façon d'éteindre justement la règle incendie, mais sinon, en fait, elle va subir des touches en permanence. Et donc en fait, la question c'est de savoir si on lance la boule de feu, mais ensuite, le Saruman, lui, il va pas continuer, la règle incendie va se faire, et justement les tours d'après, c'était de savoir comment étaient appliqués ces effets, donc la règle incendie, et de savoir qui était l'origine de ces blessures, pour par exemple, je sais pas, peut-être via d'autres règles, mais là je les ai pas en tête, je vois pas en fait quelle est l'application qui pourrait être faite sur cette règle-là. Mais en gros, c'est pour savoir l'origine des blessures. C'est-à-dire que si on subit la boule de feu canalisée, on va avoir la règle incendie, et 2 tours après, par exemple, si on peut faire un effet dessus qui va impliquer de voir qui est l'origine de la blessure, bah oui, ça va être Saruman dans le cas que j'ai pris là, ça va être Saruman 2 tours après, et ben peut-être qu'en fonction ça va peut-être faire des trucs. Enfin là j'ai juste pas d'exemple à montrer, je comprends juste le truc, mais j'ai pas d'exemple, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc en gros, c'est de savoir qui est l'origine des causes, mais pas sur le moment, mais pour après, à cause de la règle incendie. Donc voilà, donc oui, si la boule de feu fait des dommages, elle va faire des dommages à l'instant T, et donc ça va être Saruman par exemple qui va faire les dommages, et ben 2 tours après, dans l'effet du sort, la règle incendie, 2 tours après, ça va toujours être attribué à Saruman, ce qui est logique, même s'il ne lance plus de sort. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'une figurine avec la règle spéciale mouvement arachnéen peut-elle en fait charger une figurine ennemie
tout en finissant en fait son mouvement en étant attaché à un mur ou dans un angle un peu en biais ou voire à la verticale. Donc ça c'est la question. La réponse c'est non. Il faut un degré de sens commun, justement, est nécessaire quant à l'utilisation de la règle spéciale mouvement arachnéen. Alors, malgré justement le fait que, comme son nom l'indique, elle peut bouger. Très souvent, ce sont bien sûr les araignées qui ont cette règle spéciale. Elles peuvent bouger justement sur des terrains via des angles étranges et des positions aussi étranges que d'autres figurines ne pourraient pas se permettre. Mais ils doivent quand même finir, donc souvent les araignées, là je vais prendre les araignées parce que c'est très généralement elles qui ont ça, elles doivent finir justement dans une position raisonnable avec justement leur socle aussi proche possible que l'horizon pour que ça puisse être jouable. En général, si vous la lâchez et qu'elle peut tenir quasiment à l'horizontale, c'est accepté. Et il ne faut pas qu'elle soit à 45 ou 90 ou qu'elle pende à des murs, même si ce sont des araignées. Voilà, il faut quand même rester dans quelque chose de jouable. Puisqu'en fait, la règle spéciale, c'est qu'elles n'ont pas de pénalité via les angles, les mouvements et tout ça. Donc ça, c'est le mouvement arachnéen, leur règle spéciale. Mais il faut qu'elles finissent le plus plat possible pour qu'on puisse quand même jouer avec votre adversaire, sinon il va trouver ça un peu chelou. Du coup, voilà. Quand une figurine lâche un objet léger, où est-il placé ? La réponse, c'est que quand une figurine lâche un objet léger, il est placé au contact socle à socle du coup avec la figurine qui vient de la lâcher. Et par contre, il ne doit pas être placé en chevauchant un autre socle justement d'une autre figurine. Est-ce qu'une armée doit inclure une figurine de héros pour être le leader de cette armée ? La réponse, c'est oui. Moi, ce qui me vient en tête, c'est l'armée des morts, qui avec son bonus d'armée permet justement d'avoir que des troupes de guerriers des morts. Et en fait, si on en a, c'est combien déjà ? C'est 8, je crois, ou... Je crois que c'est 8. 8 ou plus de figurines dans une troupe. Il y a un des guerriers qui va être juste le capitaine le temps du déploiement, mais ensuite ça redevient un guerrier quand il est en jeu. Et donc du coup, on peut inclure comme ça que des guerriers, en tout cas dans cette armée-là. Et par contre, là, du coup, est-ce qu'une armée doit inclure une figurine de héros pour être le leader ? Comme il faut un leader obligatoirement dans une armée, ça oblige en fait d'avoir une figurine de héros et pas seulement que des guerriers. Du coup, voilà, je pense que c'est juste pour ça qu'ils ont éclairci là-dessus. Et même, je pense, en compétitif, comme tu dois nommer ton leader, nommer un guerrier... mon leader, c'est un guerrier des morts, ça va faire peut-être un peu bizarre. Je pense qu'ils ont juste voulu clarifier, il faut au moins que tu aies une figurine de héros pour être le leader de l'armée. On est parti maintenant pour les errata et la FAQ, donc du livre Les armées du Seigneur des Anneaux. Alors, on va commencer par les 3 errata pour justement les armées du Seigneur des Anneaux. Alors, la première, c'est page 52, les morts de Dunaro, dans le bonus d'armée. Changez la seconde phrase pour lire additionnellement les troupes dans cette liste d'armées qui contiennent entre 8 et 12 figurines n'ont pas besoin d'un héros pour être le capitaine de la troupe. Alors, ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était écrit justement que les troupes dans cette liste armée qui contiennent de 8 ou plus de figurines n'ont pas besoin d'un héros pour être le capitaine de cette troupe. Et en fait, il n'y avait pas de limite. Il commençait de 8 jusqu'à plus. Donc c'était un petit cheat code aussi, une petite astuce. Certains ont dû s'amuser à créer il n'y a pas de limite, très bien, je mets 52 guerriers des morts, il n'y a même pas besoin de héros, ce ne sont que des guerriers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et s'ils ne précisaient pas avant, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont tout rectifié. Ils ont mis là pour les morts de Dunaro justement une limite, tu peux aller que de 8 à 12 et pas à l'infini, parce qu'avant c'était 8 et plus. Et dans ce qu'on avait vu juste avant, dans une des questions précédentes, ils ont dit qu'il fallait aussi un héros obligatoire, alors que là, justement, dans l'armée des morts, il n'y avait pas besoin d'avoir de héros pour justement mener ces troupes-là, vu que c'est une armée un peu spéciale. Donc voilà, donc là ils ont rectifié, ils ont changé, maintenant tu es obligé d'avoir un héros pour mener ton armée, ça c'était dans une des questions qu'on avait vues avant, et maintenant ils ont simplement précisé c'est entre 8 et 12 figurines dans l'armée des morts, ce qui est aussi logique, puisque sinon si t'es à 52, t'es même plus qu'un héros de légende, donc ça serait juste incroyable. Page 74, donc Elrond, le maître de Foncombe, la prévoyance des Eldar, changez la seconde phrase pour lire durant la phase initiative, après que les dés ont été lancés, et aussi longtemps qu'il est en vie et sur le champ de bataille, Elrond peut choisir d'altérer le lancer de dés.
Donc ce qui a été rajouté en fait, c'est aussi longtemps qu'il est en vie et sur le champ de bataille, et c'est important qu'il y ait les deux, puisqu'en fait, donc cette règle spéciale, la prévoyance des Zelda, en fait au début de la partie, avant qu'elle commence, on doit lancer un dé, admettons qu'on fait 5, et on devait noter ce résultat, donc 5 c'était les 5 points de prévoyance qu'on avait au début de la partie grâce à cette règle spéciale d'Elrond, et il permettait, justement comme ça l'indique, d'altérer en fait les jets de dés, donc c'est-à-dire à la fois le nôtre ou celui de l'adversaire. Donc vous pouvez rajouter +1 au nôtre, mais aussi par exemple si l'adversaire a un 6, on peut pas, et que nous on fait un 6, on peut pas aller au-dessus de 6 techniquement. Donc on pouvait faire -1 aussi au dé de l'adversaire. Si on est dans une égalité au niveau de l'initiative, on allait la perdre. Donc du coup on peut faire -1, on passer à 5, enfin voilà, il y avait plusieurs choses. Mais le problème qui se posait, c'est que qu'est-ce qui se passait quand justement Elrond était mort? Est-ce que ces points qui ont été mis de côté, on peut toujours les utiliser pour la partie? Donc maintenant la réponse c'est que tout simplement non, il doit être en vie. Donc s'il est mort, on peut plus les utiliser, en fait on perd cette capacité là. Et il doit être aussi sur le champ de bataille. Ça veut dire que s'il quitte tout simplement via un scénario qui l'autoriserait. Alors ça, j'avoue qu'il faudrait peut-être poser la question s'il quitte le scénario. Enfin, en tout cas, là, tel que c'est posé, il doit être aussi sur le champ de bataille. Donc pour moi, il doit, s'il quitte via un scénario qui autorise justement à sortir du champ de bataille, pour moi, il ne fait plus effet. Enfin, c'est comme ça que je le lis actuellement. Donc pour moi, si justement il est en vie et sur le champ de bataille, on pourra toujours utiliser les points de prévoyance d'Elrond. Mais si il est mort, ou si, selon moi, suivant les scénarios, s'il souhaite quitter un scénario qui autorise, ça veut dire qu'il n'est plus sur le champ de bataille, et donc du coup, pour moi, selon moi, on ne peut pas non plus utiliser sa règle spéciale. Donc il faut vraiment qu'il soit en vie et sur le champ de bataille pour que ça marche. Page 182, donc le héros mineur, le chevalier dragon des orientaux, donc dans sa règle spéciale, les chevaliers justement du culte du dragon. On va changer sa phrase puisque maintenant il y a une nouvelle figurine qui est sortie. Donc avant c'était les chevaliers dragons peuvent seulement inclure les figurines orientaux avec l'amélioration les chevaliers noirs. Et bien sûr maintenant avec la nouvelle figurine, ils rajoutent ou les acolytes du culte du dragon dans leur troupe. Puisque quand ils ont imprimé justement les bouquins, donc les armées du livre du Seigneur des Anneaux, il n'y avait tout simplement pas les acolytes du culte du dragon qui étaient sortis, mais maintenant qu'ils sont sortis, voilà, il faut faire les ratas et le rajouter dans justement la règle spéciale, les chevaliers du culte du dragon. Si Boromir utilise donc le corps du Gondor et que l'une des figurines est engagée au combat avec lui, mais avec une règle spéciale qui lui permet de réussir automatiquement les tests de courage, est-ce que cette figurine-là a-t-elle la priorité sur les autres figurines dans ce combat-là, même si la figurine qui justement réussit automatiquement les tests de courage a une valeur en fait de courage inférieure à celle des autres figurines dans le même combat? La réponse est oui. Est-ce que le bonus d'armée de Fangorn signifie que les figurines d'Ent ne peuvent pas être projetées au sol? La réponse est non. Les figurines d'Ent peuvent toujours être projetées au sol comme normalement, avec l'exception bien sûr qu'ils ne sont pas affectés par les pouvoirs magiques, donc l'appel au vent, la colère de la nature, la colère de Brienne et l'impact magique. Bien qu'ils sont montés sur Sylvebarbe, est-ce que Merry et Pipin peuvent être ciblés individuellement par des pouvoirs magiques ou des règles spéciales? La réponse est oui, bien que les pouvoirs magiques ou les règles spéciales qui vont cibler l'entièreté de la figurine vont aussi affecter Sylvebarbe qui, bien sûr, peut tenter de résister comme normalement. Est-ce que Floy, main de pierre, peut utiliser sa règle spéciale pour annuler justement les règles spéciales qui ne sont pas listées comme étant actifs ou passifs, telles que celles trouvées dans une légion légendaire, ou alors la capacité de piétinement d'une figurine de bête de guerre? La réponse est non. Floy peut seulement utiliser en fait sa capacité pour annuler justement une règle spéciale qui est listée soit comme étant actif ou soit comme passif, mais pas les autres. Est-ce que Tom Bombadil et Bédor ont-ils besoin d'effectuer un test de courage afin de charger une figurine invisible? La réponse est non, ils peuvent charger une figurine invisible sans avoir à effectuer un test de courage. Le guetteur de l'eau peut-il toujours utiliser sa règle spéciale, donc tentacule, s'il a bougé de plus de la moitié de son mouvement maximal justement pendant ce tour? La réponse est oui, bien qu'il va toujours souffrir en fait de la pénalité de -1 pour avoir bougé et tiré pendant le même tour. Est-ce que le roi doré d'Abracam, avec sa règle spéciale, donc les richesses au-delà de leur renommée, qui va en fait diminuer en fait la valeur de courage de la figurine ennemie? Est-ce que c'est pour justement la durée du tour ou est-ce que c'est pour le restant de la partie? Donc la réponse c'est que c'est seulement pour la durée du tour. Est-ce que d'autres figurines autres que le leader justement du Moumak de guerre ou le chef de guerre Maoud peut être placé en dehors de la section justement du Oda? La réponse c'est non. N'importe quelle autre figurine qui chevauche en fait le Oda doit être placée à l'intérieur du Oda et pas à l'extérieur.
à part justement le leader du Moumak de guerre ou justement les chefs de guerre Maoud. On passe aux errata et aux FAQ du livre Les armées du Hobbit. On va commencer par les errata. Alors, il y en a deux. On a déjà vu la première, donc page 62, Elrond, le maître de Foncombe, la prévoyance des Eldar. Changer la seconde phrase pour lire durant la phase d'initiative après que les dés ont été lancés et aussi longtemps qu'il est en vie et sur le champ de bataille, Elrond peut choisir d'altérer justement les lancers de dés des joueurs. Donc ça, j'avais déjà dit, c'était ce qui a été modifié. Il doit être en vie et sur le champ de bataille pour que justement ça continue à faire effet. Et le deuxième errata, c'est page 86, Galadriel, Lady of Light. Donc changer en fait tout simplement Galadriel, donc la dame de lumière, tout simplement son rang héroïque qui perd un cran et qui passe tout simplement à héros de fortitude, donc héros commun. On va passer au FAQ. Quand une chauve-souris de guerre utilise sa règle spéciale, donc piqué, si justement le jet de dés échoue à infliger en fait une touche de force 4 à la cible, est-ce qu'on va toujours effectuer un deuxième jet pour voir si justement la cible est projetée au sol? La réponse c'est oui. Si le roi gobelin est touché par la règle incendie, comme résultat par exemple d'une version canalisée du pouvoir magique, donc boule de feu, est-ce qu'il va pouvoir toujours utiliser en fait sa règle spéciale, donc corps flasque? Donc ça c'est la question. La réponse c'est non, contre la touche initiale de force 9, qui va être causée justement par un pouvoir magique. Cependant, Corps Flasque va pouvoir être utilisé contre les autres touches de force 5, infligées justement par la règle incendie, à la fin de chaque tour. Alors pour expliquer en gros, le roi gobelin, donc là dans la question, est touché par donc, une boule de feu canalisée. Donc la boule de feu c'est une touche de force 9 qui, canalisée, va ensuite infliger chaque tour après une touche de force 5, et c'est un pouvoir magique quand il est lancé. Et justement, sa règle spéciale Corps Flasque lui permet en fait d'ignorer une blessure, mais pas par les pouvoirs magiques. Donc en fait, quand il va être touché par la boule de feu de touche force 9, il va pas pouvoir utiliser sa règle spéciale Corps Flasque, parce que justement c'est un pouvoir magique, et dans la règle Corps Flasque, s'il est touché par un pouvoir magique, il ne peut pas sauver son point de vie, donc il faut qu'il lance, et je crois que c'est un 3+, pour sauver la blessure. Sauf que là, il ne peut pas utiliser lorsqu'il y a la boule de feu qui arrive. Par contre, comme la boule de feu est en version canalisée, donc du coup, il va subir ensuite la règle incendie, qui va lui infliger le tour d'après et les tours suivants, tous les tours suivants, une touche de force 5, tant qu'il n'est pas rentré dans un élément d'eau ou qu'il se roule par terre, en gros, donc du coup, il doit se mettre au sol pour essayer d'éteindre le feu. Et donc du coup tous les tours suivants, tant qu'il n'aura pas fait ça, donc il va subir une touche de force 5, et en fait on considère plus après que c'est un pouvoir magique, et donc c'est pour ça qu'il précise que justement Corps Flasque va pouvoir être actif. Donc en fait à chaque fois qu'il va y avoir par contre la règle incendie les tours d'après, il va pouvoir lancer un dé, et s'il réussit le jet de dé, il va pouvoir sauver la blessure à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu spécial. Lorsqu'il subit le pouvoir magique de la boule de feu qui est canalisé, au moment de l'impact, il ne peut pas sauver parce que c'est un pouvoir magique, mais le tour d'après, comme c'est plus un pouvoir magique, mais c'est la règle incendie qui prend du coup le relève par rapport à la boule de feu, il va subir des touches, et là il pourra activer la règle spéciale du coup du roi gobelin, Corps Flasque, qui lui permet de sauver ses points de vie. Donc voilà, c'est un peu tricky, mais voilà en gros comment se passe cet effet-là. Donc on va passer maintenant à la FAQ donc, du livre Les compagnies de combat. Alors là, il n'y a qu'une seule question. Si un guerrier, donc une figurine de guerrier, lance justement sur le tableau de progression des guerriers, donc un héros est né tout simplement, donc sur ce tableau-là, peut-il choisir un résultat inférieur pour justement éviter de se transformer en héros? Et la réponse c'est non, le guerrier est clairement destiné à de la gloire, de la grandeur, tout ce que vous voulez, et va devoir être obligatoirement un héros. En tout cas c'est la version qui propose. Donc du coup on ne peut pas réduire avec parce qu'il y a des points qui permettent d'augmenter ou de soustraire aussi le jet de dés. En tout cas si on obtient le résultat pour justement le transformer en héros, on est obligé selon la FAQ. Après, vous faites ce que vous voulez. On va passer maintenant au livre Le guide des parties compétitives. Alors, bien sûr, là, il n'y a que des FAQ. Alors, dans les scénarios où vous allez scorer en fait des points de victoire pour avoir blessé un héros spécifique, tel que par exemple le leader, si la figurine justement de héros est blessée, mais qu'ensuite elle a été soignée, par exemple avec le pouvoir magique renouveau, donc du coup elle récupère ses points de vie, est-ce que ça va toujours compter comme ayant été blessé pour ce qui concerne en fait les points de victoire à la fin de la partie? La réponse c'est oui.
C'est-à-dire que même si vous soignez et qu'elle revient à son maximum de points de vie, comme elle a déjà été blessée en cours de partie, ça va quand même compter pour les points de victoire. Dans les scénarios où vous marquez des points de victoire pour avoir démoralisé la force adverse, si la partie se termine à la fin d'un tour où une force a tué suffisamment de figurines pour justement démoraliser une force adverse, au début du tour suivant, est-ce qu'on va quand même marquer des points de victoire pour avoir brisé justement cette force ennemie? La réponse est oui, puisqu'en fait techniquement, si la partie se termine mais qu'on réussit justement à démoraliser la force adverse, en fait c'est vrai que la démoralisation ne se fera que au prochain tour. Mais si la partie se termine et que ça devait être au prochain tour qu'on devait calculer la démoralisation, et les points de victoire vont quand même être comptabilisés à la fin de ce tour-là et pas au prochain tour. Puisque en fait c'est au début du tour qu'on calcule si une force est démoralisée ou non. Et bon, dans le cas un peu spécial où justement on finit la partie, mais que dans le tour où on a réussi à finir, on réussit à démoraliser l'adversaire, on va pas le calculer le tour suivant, puisque la partie est finie. Donc du coup, on considère quand même pour les points de victoire que vous avez démoralisé la force adverse, et donc du coup, ça va quand même compter pour les points de victoire. Dans les scénarios où les figurines ont besoin de sortir de la table de jeu, est-ce qu'elles ont besoin de bouger de l'entièreté de leur socle en dehors de la table de jeu? Est-ce qu'elles ont besoin de bouger seulement une partie de leur socle de la table de jeu, ou est-ce qu'elles doivent simplement toucher un des bords de la table de jeu? Donc là c'est la réponse officielle et je trouve qu'elle est importante, c'est qu'il va seulement y avoir besoin qu'il y ait une seule partie du socle qui soit en dehors de la table de jeu pour être considéré comme pouvant faire sortir la figurine en dehors du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'entièreté du socle en dehors, il n'y a pas besoin de faire juste toucher le socle, donc si on touche juste, ça ne sera pas considéré comme bon. Il faut juste qu'il y ait une partie du socle qui soit en dehors pour que la figurine soit considérée comme pouvant sortir de la table de jeu, sur les scénarios qu'il existe ou via d'autres façons, quoi. Dans le scénario Clash by Moonlight, si des figurines ont été illuminées par un effet tel que lumière aveuglante, peuvent-ils être ciblés par des attaques de tir, des pouvoirs magiques ou des règles spéciales à une plus grande distance justement que 12 pouces? Oui, et en plus de ça, les attaques de tir vont toujours obtenir le gain de bonus de plus 1 quand ils vont essayer de lancer un jet pour blesser. Dans le scénario Clash by Moonlight, les figurines avec la règle spéciale Cavernicole peuvent-ils voir en fait les figurines ennemies à une distance plus grande que 12 pouces? La réponse c'est oui. Additionnellement en plus, les attaques de tir qui ciblent justement une figurine avec la règle spéciale Cavernicole ne vont pas obtenir le bonus justement de plus 1 pour le lancer de dés pour blesser qui est octroyé justement par ce scénario. On va passer au suivant, la quête du porteur de l'anneau. Alors il y a un errata, il n'est pas très important, mais on va quand même le citer. Page 27, le col de Cardras pendant la mise en place, ajoutez ce qui suit à la fin du paragraphe. Enfin, retournez les cartes qui composent le col de Cardras face visible. Parce que c'est un petit mini-jeu avec les cartes, et en fait il y a les cartes de cœur, les cartes de carreau qui forment en fait le col de Cardras. Et en fait, il y a les 9 de la communauté qui sont d'un côté des cartes en fait, et qui doivent avancer comme ça le long du col de Caradras. Donc il faut aligner les cartes par ligne. Donc il y a 4 lignes. Donc ça forme le col comme ça. Et en fait, de l'autre côté, il y a Saruman qui a de son côté les cartes noires. Donc il a le trèfle et le pic. Donc c'est vraiment un mini-jeu. Hein. Et en fait, le bien avance donc toute la communauté. Donc il les fait avancer. Et en fait, Saruman va retourner une carte. Et s'il y a le même chiffre ou la même image, par exemple dame, ça va infliger en fait des blessures. Il va faire tomber des blocs de neige sur le jeu de cartes en fait, comme dans le film. C'est vraiment un mini-jeu. Hein. Et si c'est le même chiffre, c'est pareil. Et en fait, les 4 hobbits ont 2 points de vie et les 5 autres ont 3 points de vie. Et le but, c'est de les faire franchir l'entièreté du col de Cardras. Et il faut qu'il y en ait au moins 5 qui passent jusqu'à l'est. Et ils commencent tous à l'ouest. Donc c'est 4 lignes à faire. Et voilà, c'est vraiment un mini-jeu, c'est marrant. Donc voilà. Et ce qui manquait, c'est qu'en fait, ils avaient laissé sur le schéma les cartes face cachée. Et bien sûr, donc ce qu'on rajoute, c'est à la fin, retourner les cartes qui composent le col de Cardras face visible. Bah oui, parce que si on ne voit pas les cartes de cœur, c'est un peu compliqué pour Saruman pour dire, voilà, je vais te toucher. Et puis même pour les autres. Donc voilà, c'était un petit rajout. Et puis je vous ai expliqué en même temps le mini-jeu qui est vraiment très simple et très marrant à faire. Et on passe au dernier supplément, la chute du nécromancien, avec donc du coup les errata, donc page 55, les vainqueurs du nécromancien. Dans les règles additionnelles, changez en fait le premier point à lire. Les vainqueurs du nécromancien doivent toujours inclure Galadriel, Gandalf le Gris et Saruman le Blanc, sachant que Saruman le Blanc est toujours le leader de l'armée. Et ce qui a changé, c'est que à la base, il y avait seulement Galadriel et Saruman le Blanc
devait être inclus obligatoirement pour les vainqueurs du nécromancien, et ils ont rajouté maintenant Gandalf le Gris qui est obligatoire en fait à rajouter aussi. Et enfin, un sacré nerf, donc page 55, les vainqueurs du nécromancien, les maîtres de la magie. Donc changer ce qui suit, donc les figurines alliées peuvent toujours tenter de lancer des pouvoirs magiques, même s'ils sont déjà engagés au combat, donc ça c'était très bien, ils pouvaient lancer tous les sorts qu'ils voulaient avant, sauf que maintenant, à l'exception des pouvoirs magiques, donc l'impact magique, la colère de Ruyen et la colère de la nature. En gros, tous les sorts qui vont faire des dommages, enfin qui étaient impactants très proches, parce que ça aurait été donc soit de faire tomber les unités et d'infliger des blessures. Enfin, voilà, les sorts les plus cheatés, hein, on va pas se le cacher, ont été du coup exclus. Donc on peut toujours lancer en fait des sorts en étant engagé dans les vainqueurs du nécromancien, mais à l'exception de ces 3 sorts-là. Ce qui est un nerf, en tout cas, des vainqueurs du nécromancien. Et voilà. Bon, après, à tester, à voir, je n'ai jamais testé, donc encore cette Légion légendaire, donc on verra ce que ça donne quand je l'aurai entre les mains. Si Azog utilise en fait sa règle spéciale attaque surprise de la Légion légendaire, les Fosses de Dol Guldur, dans la même phase d'initiative qu'une autre figurine ennemie qui lui souhaite utiliser justement une règle spéciale qui lui autoriserait aussi à gagner en fait le lancer de dés de l'initiative, qu'est-ce qui arrive si justement 2 règles spéciales, donc en l'occurrence dans la réponse ils vont utiliser celle de Saruman utilisant son Palantir. Donc du coup la réponse c'est que la règle spéciale, donc attaque surprise d'Azog, va justement être supérieure à l'autre règle spéciale qui confère cet effet, et donc du coup celle de Saruman utilisant son Palantir dans l'exemple. Et si en tout cas les deux sont utilisés pendant la même phase d'initiative, et ben alors les deux vont être comptés comme étant utilisés. Donc tout simplement, si vous jouez la Légion légendaire avec donc les Fosses de Dol Guldur, et ben la règle spéciale d'Azog sera supérieure en tout cas à celle de Saruman qui utilise son Palantir dans l'armée en tout cas de l'Isengard. Et ben voilà, c'est la fin donc des FAQ et des errata donc de février 2022. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao ciao.